au regard des nouvelles contraintes réglementaires, de développement durable et autres, il était très difficile de jouer sur les coûts de construction pour diminuer le prix d'un logement, le prix de sortie d'un logement. Alors c'est pour ça que l'idée, qui n'est pas une idée du tout nouvelle, hein, parce que les acteurs du marché de l'immobilier en parlent depuis un certain nombre d'années, était de vraiment s'attaquer à la charge foncière, donc au coût du foncier dans le produit logement, puisque finalement, dans des zones comme à Paris, la part du foncier dans le prix de sortie d'un logement peut aller jusqu'à 50% donc, du prix de sortie d'un logement. Et pour traiter ce sujet, a été lancée l'idée de dissocier le foncier du bâti pour, reprendre son expression, ne vendre que les murs et rester propriétaire des terrains, en espérant que le fait de rester propriétaire des terrains permette donc de tamponner le prix du logement. Alors, cette logique, pourquoi avoir recours à un démembrement ? Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, je ne sais pas où vous en êtes. Cette logique s'oppose en quelque sorte à la logique qui a été utilisée dans certaines zones d'aménagement concerté de vente de charges foncières avec des clauses de prix maîtrisées qui, en réalité, ne permettent pas, sur le long terme, de s'assurer que les logements resteront bien dans le secteur du logement intermédiaire. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de logement intermédiaire et cet outil a été repris dans le cadre de l'ordonnance sur le logement intermédiaire par la suite seulement. Parce qu'en réalité, quand on fait des ventes immobilières, on cède une pleine propriété et constitutionnellement, il est impossible de stipuler dans ces ventes des clauses d'affectation ou des clauses d'intéressement sur une durée qui soit extrêmement longue. Et donc, généralement, on se limite à 20 ans, 30 ans aujourd'hui. Mais il y a eu des cas, à l'époque c'était l'accession sociale à la propriété, avec des sortes de ventes aux enchères, de loteries sur des ventes de terrains à prix cassé, où on mettait des clauses d'affectation sur 7 ans. 7 ans, c'est à peine la durée de détention d'un bien à Paris aujourd'hui, et même moins. Et donc, en fait, ces clauses étaient clairement inefficaces pour s'assurer du maintien d'un produit aidé dans un dispositif et dans une fourchette de prix. En revanche, l'utilisation du démembrement, par le biais d'un bail notamment, permet d'imposer ces clauses pendant toute la durée du bail. Donc on a réfléchi, on a été missionné en tant que notaire de la ville de Paris pour réfléchir à l'ingénierie juridique de ce dispositif, et on a regardé quels pouvaient être, dans les outils existants, ceux susceptibles de répondre à cette exigence double, en fait. Du côté du propriétaire du terrain, s'assurer que l'effort qu'il va faire sur le foncier, en ne vendant pas la pleine propriété, mais uniquement en démembrant, ne va pas être détourné dans le temps, et donc permettra bien de maintenir les prix pendant une très longue période. Et puis du côté des futurs accédants ou des investisseurs, parce qu'on le verra, ça peut se décliner soit en accession à la propriété, soit en location à des prix intermédiaires, que de ce côté-là, il puisse y avoir un droit de propriété certes temporaire, mais un véritable droit de propriété, avec tous les attributs du droit de propriété, la possibilité de transmettre, d'hypothéquer, de louer, de céder son droit, etc. Alors, on peut passer au tableau, je ne sais pas, voilà. Ce tableau, et puis je pense que tous les participants pourront avoir le support pour analyser ça de plus près, mais je le balaye rapidement, permet de voir que parmi les outils existants de démembrement de propriété, aucun outil ne permettait de répondre à ce double objectif. On avait soit d'un côté des baux de droit privé, type bail amphithéotique ou bail à construction, pour lesquels le juge considère qu'ils attribuent aux titulaires du droit réel un droit de propriété absolu, pendant une durée limitée, mais néanmoins absolue,
avec l'impossibilité de stipuler dans ces contrats des limitations à la possibilité de céder, et notamment au prix de cession, des clauses d'affectation, en dehors de la clause de destination générale qu'on met dans un bail à construction du fait de l'objet même du bail bien sûr. Et donc, pour le juge, dès que l'on met, la Cour de cassation en l'occurrence, dès que l'on met ce type de clause dans ces contrats, c'est le droit réel qui est disqualifié, avec toutes les conséquences qui s'en suivent d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que s'il y a eu des hypothèques ou tout type d'apport en garantie pour les emprunts liés à la construction, eh bien, ces hypothèques tombent puisque le droit réel disparaît. Donc, les outils du droit privé n'étaient pas satisfaisants parce qu'ils ne permettaient pas de répondre à l'objectif du propriétaire du terrain, qui est de s'assurer par une série de clauses que le logement restera bien dans la catégorie du logement intermédiaire, pour reprendre le terme actuel. On avait aussi, puisque la réflexion s'est initiée d'abord avec les collectivités publiques, l'outil du bail emphytéotique administratif. Alors, ce bail emphytéotique administratif, sans rentrer dans le détail, au regard de l'objectif d'intérêt général qu'il permet de satisfaire, autorise, et c'est même décrit dans le Code général des collectivités territoriales, à stipuler tout un tas de clauses garantissant l'affectation, le contrôle par le propriétaire du terrain de l'utilisation de l'immeuble, toutes les clauses garantissant les intérêts du domaine, etc. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue du propriétaire, c'était un outil parfaitement satisfaisant. En revanche, du point de vue des futurs accédants, l'outil n'était pas du tout satisfaisant parce que c'est un contrat administratif, donc relevant de la compétence du juge administratif, avec le régime général des contrats administratifs et notamment la possibilité de résiliation pour motif d'intérêt général de façon unilatérale, et surtout, au regard de l'apport en garantie et donc du financement du projet, les hypothèques dans ce type de baux ne peuvent être constituées que pour garantir les emprunts liés à l'opération de construction. Ce qui signifie que le promoteur pourra bien entendu hypothéquer pour construire, mais lorsqu'il va revendre en VFA, les futurs accédants, eux, ne pouvaient pas hypothéquer le droit réel qu'ils achetaient pour acheter leurs biens. Et donc on était dans une impasse pour sortir des logements en propriété temporaire au profit donc de ce qu'on va appeler la classe intermédiaire. Alors face à ces insuffisances des outils tant de droit public que de droit privé pour réaliser cet objectif donc de diminuer le coût du foncier dans le prix du logement par le biais d'un véhicule de démembrement, Monsieur Manot, relayé par Cécile Duflot, puis par Madame Pinel, ont fini par réfléchir à la mise en place d'un nouveau dispositif, un nouvel outil qui a donc été créé par l'ordonnance du 20 février 2014 et qui s'appelle le bail réel immobilier, qu'on appelle Brilot ou Brillois, puisqu'en fait il est dédié au logement intermédiaire. Alors, je vais vous donner les principales caractéristiques de ce bail en l'illustrant, donc c'est la dernière slide, par la réalisation, le montage d'une réalisation en Brilot. Comment cela fonctionne ? Une personne privée ou publique, parce que le dispositif a été étendu à tous les fonciers, à l'exception de l'État, et des établissements publics d'État, sauf le cas particulier des établissements publics fonciers. Pourquoi l'État et ses établissements publics ont été exclus du dispositif ? Parce qu'un arbitrage, évidemment, devait exister entre logement social et logement intermédiaire. Et vous savez que dans le cadre de la loi Duflot, dite numéro 1, l'État doit mobiliser son foncier par un système de décote en faveur du logement social dans le cadre de cessions décotées au profit de collectivités territoriales. Donc l'État et ses établissements publics ont été exclus du dispositif, mais toutes les autres personnes publiques peuvent recourir au Brilot pour réaliser des opérations de logement intermédiaire sur leur terrain, et les personnes privées aussi. Des personnes privées pourraient être intéressées par ce dispositif, notamment des fondations comme la Fondation Abbé Pierre ou éventuellement les organismes fonciers solidaires qui ont été institués par la loi Allure.
Donc ce propriétaire identifie donc un immeuble à réhabiliter ou un terrain à bâtir, parce que le champ d'application du BRILO est là encore assez large. Ça peut être une construction neuve ou la réhabilitation d'un bâtiment existant. Et le cas échéant, c'est une personne publique qui procède au déclassement du terrain, puisque ce bail est un contrat de droit privé et le logement, en droit de la domanialité publique, fait partie du domaine privé. Donc on est sur un contrat qui est complètement privé dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on est sur du domaine privé, la nature juridique du contrat est un contrat de droit privé et la juridiction compétente sera le juge judiciaire. Ça, c'est défini dans l'ordonnance. Le propriétaire du terrain lance alors un appel d'offres ou une consultation auprès de promoteurs et sélectionnera un projet sur la base très certainement d'une programmation et surtout d'un montant de redevance, puisque on n'est pas en cession, donc ce n'est pas un prix de vente, c'est une redevance qui sera versée ou un loyer. On va l'appeler redevance pour la distinguer des loyers, des baux d'habitation qui seront conclus par la suite. Et cette redevance peut être payée sous une forme capitalisée, ce qui permettra aux promoteurs ensuite de vendre en VFA les logements qui seront construits, en intégrant dans le prix de vente la partie de la redevance capitalisée qu'il a d'ores et déjà payée. Cette redevance capitalisée, c'est sa charge foncière, en fait, et qui va intégrer dans son bilan. Et l'originalité du dispositif, et François Sauval vous expliquera ça à partir de la méthode de calcul qui sera stipulée, enfin, ce qui sera précisé dans un décret prochainement, c'est qu'on connaît déjà le prix du logement intermédiaire. L'ordonnance vient vous dire que le BRILO peut être utilisé à condition que les personnes qui occuperont le logement soient des personnes dont le niveau de ressources rentre dans un seuil, donc un plafond qui est défini par un décret, et le décret est un décret de septembre, que le prix du logement soit lui-même plafonné, et donc on a un plafond qui va être défini par le biais d'une méthode de calcul sur laquelle François reviendra, et qui permettra donc de définir la valeur du droit réel. Et donc quand on va lancer une consultation, quand un propriétaire va lancer une consultation pour sélectionner le projet, il lancera cette consultation en imposant, bien entendu, le prix de sortie, qui est un prix plafond. Donc si il considère que son terrain n'a pas de grande qualité, ou que, je ne sais pas, il y a des problèmes environnementaux, ou qu'on n'est pas dans un quartier en développement, il pourra très bien considérer donc qu'il y aura un prix de sortie moins élevé, enfin, ou en tout cas il y aura une marge de manœuvre. On ne pourra simplement pas prévoir de prix de sortie plus élevé que le plafond qui sera défini par décret. Du coup, les promoteurs pourront proposer un montant de redevance à partir de ce paramètre, qui sera un paramètre commun à tous, qui sera donc le prix de sortie du logement. Donc, à partir le promoteur sélectionné réalise donc son opération et cède les logements réalisés soit par lot à des accédants, qu'ils remplissent ou qu'ils ne remplissent pas d'ailleurs les conditions de ressources, puisque le cessionnaire n'a pas l'obligation de remplir les conditions de ressources, c'est l'occupant qui doit occuper le logement à titre de résidence principale et qui doit avoir un niveau de ressources correspondant au niveau plafonné défini par décret. Donc, quelqu'un qui dépasserait ces niveaux de ressources pourrait très bien décider d'acheter pour ensuite le mettre à la disposition, je ne sais pas, de sa grand-mère, de sa fille, qui, elle, remplit les conditions de ressources par le biais d'un contrat entre eux, stipulant le respect de ces conditions de ressources. Mais le cas classique sera qu'on va avoir des accédants qui seront intéressés par les prix de sortie, et on verra que les prix seront très intéressants, et qui décideront donc d'accepter d'être des propriétaires pleins et entiers, mais temporaires, puisque la durée du bail réel immobilier sera une durée de 99 ans maximum. Dès la première vente, une copropriété évidemment se crée, et c'est le syndicat des copropriétaires qui sera le représentant de l'ensemble des propriétaires indivis, sachant que
le droit au bail fera partie des parties communes et chaque propriétaire individu aura une quote-part de ce droit au bail dans les parties communes. L'autre solution, c'est de vendre à un investisseur, qui peut être d'ailleurs un bailleur social, puisque les bailleurs sociaux peuvent faire du logement intermédiaire, et de vendre en bloc la totalité de l'opération à un investisseur qui, lui, pratiquera de la location intermédiaire, puisque l'ordonnance, en plus de définir un prix de cession du logement intermédiaire en Brilot, définit un prix de loyer pour les baux d'habitation qui est lui-même plafonné. Et on verra que c'est important puisque c'est la base de la méthode de calcul du prix de cession. Donc les logements réalisés, si on prend uniquement le cas de l'accession temporaire à la propriété, sont la pleine propriété, hein, j'insiste, même si c'est du logement à durée, enfin, une propriété à durée déterminée, ça reste quand même 99 ans, donc c'est plus de 3 générations. On a la possibilité de céder, de louer, d'hypothéquer, de transmettre, comme si on était vraiment dans une propriété pleine et entière. Donc il y a évidemment, il faudra une évolution des mentalités pour que le marché soit sensible, que les futurs accédants soient sensibles à ce type de produit, mais l'atout majeur de ce produit sera bien entendu le prix du logement, qui sera très attractif, tant par rapport à une pleine propriété que par rapport à un loyer dans le même secteur du même logement. Petite précision, et on y reviendra avec Arnaud de Wachter et François Sauval, sur les investisseurs qui achèteraient un programme et qui peuvent bénéficier, puisqu'on est en logement intermédiaire, de la TVA à 10%, à condition de remplir les autres conditions posées par le Code général des impôts pour bénéficier de ce taux réduit de TVA. On y reviendra. Alors, l'autre aspect, donc le propriétaire temporaire, lui, a tous les attributs du droit de propriété, et le propriétaire du terrain, lui, peut s'assurer, et donc c'est là où on concilie les deux exigences, contradictoires a priori, peut s'assurer du maintien de ce logement dans le secteur intermédiaire pendant toute la durée du contrat, parce qu'il a la possibilité de contrôler les contrats successifs qui seront passés, que le notaire aura l'obligation dans les actes authentiques de vérifier que le prix sera bien le prix défini par l'ordonnance et par le décret, que le propriétaire du terrain pourra solliciter des contrôles à n'importe quel moment pour s'assurer que les baux d'habitation qui seront passés stipuleront bien qu'on est dans le cadre du logement intermédiaire et que donc il y a des plafonds de loyer, etc. Et il y a des sanctions qui vont être prévues par le décret, mais qui sont déjà dans l'ordonnance. Alors elles sont difficiles à lire dans l'ordonnance, mais tout ça sera bientôt clarifié par le décret. Pour schématiser, tous les engagements devant être pris en termes de plafond de ressources et de prix doivent être stipulés dans les contrats. Si ce n'est pas le cas, le contrat peut être frappé de nullité. En revanche, en cours d'exécution du contrat, si le propriétaire temporaire ne respecte pas les engagements qu'il a pris lors de la formation du contrat, la sanction ne sera pas la nullité, parce que ça serait trop dramatique d'annuler un bail sur un logement alors que tous les autres continuent à vivre. Donc la sanction sera la résiliation. Donc il n'y a pas de remise en état, comme ce serait le cas dans le cadre d'une nullité qui, par définition, est rétroactive. La résiliation, elle est pour l'avenir. Des sanctions financières seront peut-être prévues également dans le décret qui, aux dernières nouvelles, devrait certainement paraître au mois de juin et qui permettra donc une mise en œuvre immédiate du dispositif. Pas de résiliation unilatérale, contrairement donc au bail amphithéotique administratif. Donc là encore, c'est un moyen de sécuriser la propriété pour les propriétaires temporaires. Et à la fin du contrat, eh bien, les baux d'habitation peuvent perdurer si cela a été stipulé dès le départ dans le contrat avec le propriétaire du terrain. En revanche, si ce n'a pas été le cas, eh bien, les baux d'habitation tombent en même temps que le contrat de bail réel immobilier. Et à la fin de ce contrat de bail réel immobilier, les constructions reviennent au propriétaire du terrain.
Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la présentation du dispositif. Pour compléter ce dispositif, je pense qu'il est nécessaire de passer à la partie économique et donc à la méthode de calcul du prix de cession. Si vous avez des questions déjà sur le sujet juridique, n'hésitez pas. Vous verrez qu'on est vraiment sur une structuration intimement liée. Et c'est aussi pour ça que notre cabinet d'expertise immobilière avait été associé à l'étude Chevreuse sur les réflexions et les incidences d'une forme de rédaction relativement nouvelle, surtout si on a l'ambition de la présenter à des acquéreurs individuels, personnes physiques, et non pas seulement à des professionnels de l'immobilier. On sait bien que nos réflexes en la matière sont totalement différents les uns des autres. Si on s'attarde juste un instant sur la courbe avec le constat du rapport des prix des logements aux revenus moyens des ménages et des loyers moyens ramenés toujours aux revenus des ménages, on voit qu'à partir des années 2000, on a eu une grosse distorsion qui traduit bien la rareté foncière, qui traduit aussi le surenchérissement des coûts de construction depuis le Grenelle. Donc cette courbe de Jacques Frigide là, est dans tous les esprits désormais. Elle montre bien que si on n'agit pas sur le foncier en zone tendue, on ne pourra pas rétablir une corrélation plus ou moins proche entre les deux courbes. Minorer le coût du foncier en zone tendue, c'est effectivement probablement la seule solution, puisque même si les entreprises relativement totalement sérieuses, dirais-je, travaillent aujourd'hui sur une minoration de ces coûts de construction, Vinci présentait quelques travaux sur ce sujet. On a des valeurs planchers TTC de coûts de constitution qui sont entre 2004 et 2700 euros TTC par mètre carré de coûts de construction. On sait bien qu'on ne pourra pas les compresser de manière très aisée. Donc on est dans un cheminement un petit peu étroit, dirais-je, où il faut concilier les enjeux du Grenelle, traiter le problème de l'accueil des classes intermédiaires dans le parc qui n'est pas un parc social et qui ne peut pas les accueillir, et puis aussi éviter un recours généralisé à un dispositif totalement administré. Vous verrez que dans les modes de calcul, certes il y a un loyer plafond, par décret, défini par décret, mais il y a surtout une méthode de calcul qui permet aisément de comprendre que finalement le marché régira le prix de revente des logements. Et ça, c'est un pan, je pense, qui est indispensable pour qu'il y ait une certaine confiance dans l'outil. Donc, les deux déclinaisons sont donc, comme Raphaël l'évoquait, le Brillo Accession. Donc, je commencerai par là sur une clientèle de particuliers qui pourrait être intéressée. Et puis, le Brillo Investisseur. Donc, en accession intermédiaire, il y avait les sujets sur lesquels je vais passer assez vite puisque Raphaël les a mentionnés, donc d'éviter l'effet d'aubaine, de garantir par contre une sécurité dans la détermination du prix de revente. Ça veut vraiment dire que pour moi l'enjeu est là. Il faut que toute personne physique qui achète se dise que le système mis en place n'obérera pas, pour parler crûment, toutes ses chances de plus-value, puisque c'est quand même un modèle qu'on recherche économiquement quand on achète un bien immobilier. On s'intéresse au rendement, mais on s'intéresse aussi à la plus-value, même si on n'y pense pas quand il s'agit de se loger soi-même ou de loger sa famille. Un système comme celui-là, pour moi, ne peut fonctionner que si les gens ont toute confiance dans la valeur du bien qu'ils vont acquérir dans ce système des cotés, avec certes des loyers plafonds qui, à un moment donné, réduisent la rentabilité locative, par exemple, mais qui, si sont l'occasion d'occuper son propre logement, permettent de revendre son bien dans un prix qui est en rapport avec le marché immobilier à la date où on va le revendre. Et vous verrez que les exemples de calcul que l'on conduit montrent bien qu'il y a une décote permanente, mais comme on a acheté avec une décote, on n'est pas dans une situation où on est forcément perdant. Mais en tout cas, si le marché évolue à la hausse, vous retrouvez dans votre produit de cession la totalité de cette évolution. Donc on est sur un mode donc, de démembrement. Je ne sais pas si on est bien sur la partie, la slide, la méthode, le grand A. Hein, merci. Quand vous achetez un bien pour le louer, il y a une méthode d'évaluation qui est assez simple. Vous prenez les loyers et vous le divisez par un taux de rendement et vous obtenez une valeur. C'est une capitalisation en fait, qu'on fait sans le savoir, mais qu'on fait à l'infini, qu'on projette à l'infini. Là, la particularité, comme Raphaël le disait, c'est que vous êtes sur une durée maximum de 99 ans. Et il n'y aura pas forcément non plus toujours cette durée. Vous pouvez avoir des durées de beaux longs termes, de démembrement 40 ans, 50 ans, 75 ans.
qui sont assez couramment pratiquées. Et donc là, on est vraiment sur une question de projection, et je pense que l'enjeu principal est donc de s'affranchir psychologiquement de la situation où quand on achète jusqu'à aujourd'hui un bien, on en est pleinement propriétaire, sur plusieurs générations si on le souhaite, même si on sait que les gens revendent en général assez vite, et que là, vous serez sur un régime de détention limitée. Donc le mode de calcul qui figurera probablement dans le décret dont parlait Raphaël, c'est un mode de calcul qui consiste à déterminer, à capitaliser la valeur locative sur une durée connue, une durée limitée. Donc c'est une capitalisation de l'économie de loyer. Vous avez la formule mathématique en bas, c'est une valeur de droit réel. Tous les experts immobiliers, y compris France Domaine, s'entendent sur ces approches de valorisation. Vous avez le petit n de la formule, c'est donc bien évidemment la durée du bail ou la durée résiduelle du bail, si vous vous trouvez à intervenir en cours d'opération. Et le taux, c'est donc un taux de rendement immobilier, et c'est ce taux-là qui est la donnée de marché, qui sera une donnée fidèlement, qui sera le reflet fidèle des situations de marché immobilier dans chacune des localisations. L'ambition, effectivement, alors j'ai pris un exemple à hauteur d'un loyer plafond qui est en deçà de 20% du loyer libre, pour que ce soit parlant. C'est vrai que j'ai un peu vous assommé de calculs et de chiffres. Ce qu'il faut que tout le monde ressorte un petit peu convaincu de cette, j'espère en tout cas, de cette intervention, c'est qu'il y aura, puisqu'on s'adresse quand même à des opérations qui auront lieu en zone tendue, il y aura des dispositifs permettant de s'assurer des données de base. Donc, prenez aujourd'hui l'OLAP dans un certain nombre d'agglomérations et d'autres observatoires régionaux ou locaux de loyers donnent assez facilement des loyers moyens par nature de bien, même des fois très précisément par quartier ou par adresse. Et donc on est en situation, si on a un loyer libre, entre guillemets, un exemple en 2012 à Paris de 23 € par mètre carré par mois, si on décode de 20%, on est à 18 €. Donc imaginons que ce soit notre loyer plafond réglementé. Ce sera le loyer qui sera appliqué à la mise en location du logement, comme Raphaël le citait. Et aujourd'hui, si on prend les statistiques notariales, donc sur le document suivant, vous avez, par exemple, on a repris, je ne sais pas si c'est tout à fait lisible, mais entre 2002 et 2012, on a refait ce petit calcul sur les loyers moyens des premières locations versus les prix libres des appartements au mètre carré. Et on peut en déduire un taux de capitalisation. Dans la formule que je vous ai présentée précédemment, c'est ce taux-là qui serait appliqué. Donc, ce qui veut dire que si on prend un exemple pratique sur le marché de l'accession, si un propriétaire en 2002 avait lancé un appel d'offres, connaissant le loyer plafond qui aurait eu cours à l'époque, le taux de 6,50, c'est celui qui figurait en 2002 dans le tableau de la page précédente. Sur un bail, un exemple de bail long terme de 75 ans, un appartement de 60 mètres carrés aurait eu une valeur de 2562 € par mètre carré, et autour de 150 000 € en capital. Donc ça, c'est le prix que met sur la table l'acquéreur, le primo-accédant dans ce système-là. L'angoisse immédiate, c'est quelle est l'évolution de mon prix dans le temps. Alors, s'il le revend le lendemain, évidemment, rien n'a changé. Si quelqu'un veut le payer plus cher, il peut, mais normalement, sinon, dans les bases de calcul, avec ce système plafonné, vous êtes vraiment sur le même prix. Et donc, dans la slide d'après, si vous regardez la revente par un acquéreur un an après, on a plus de 74 années. Et dans le petit tableau de la page précédente, en 2003, les loyers sont de 170 € minorés. Nous étions précédemment à 168. Vous voyez, donc ça, c'est typiquement le reflet des évolutions de marché. Le taux de rendement de marché sur la base des prix au mètre carré en 2003 et non plus en 2002 s'affiche à 5,8% et non plus 6,50. Et donc, ce qui a été acheté 2562 € du mètre en 2002 peut se revendre en 2003 2901 €. Donc, on est sur une dynamique de marché libre, contraint au niveau des flux, mais dont la valeur est déterminée par les grandes variations du marché. Et je pense que ça, c'est l'élément qui préserve la confiance des particuliers dans l'outil. Si on le revend 10 ans après, donc on a fait une simulation en 2012, vous le revendez 5 830 € du mètre. Vous avez
tous en tête l'évolution de marché entre 2003 et 2012. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Donc, quand on regarde après sur l'efficacité de cette clause dans un tableau qui est donc page suivante, qui s'appelle, à l'époque où on travaillait sur cet outil, on avait imaginé qu'il s'appellerait Bello, mais donc c'est bien le Brillois dont il s'agit. Sur la période, vous avez toujours une décote qui va de 21 à 26% par rapport au prix de marché. Alors, vous me dites, je vous ai présenté que les situations 10 ans après le début du bail. La courbe, effectivement, qui achève cette partie de l'exposé sur l'accession intermédiaire, est assez confortable au début. On peut quand même imaginer que les loyers vont être indexés à 1% l'an, ce qui n'est pas trop optimiste. Jusqu'à 70 ans sur un bail d'une durée maximale de 99 années, votre bien ne perd pas de valeur. Et sa revente est assurée par le dispositif que je vous ai présenté, qui donc est assis sur essentiellement des données de marché. Quand on tend vers la fin du droit réel, effectivement, vous connaissez les obligations d'un preneur vis-à-vis d'un bail emphytéotique. Il doit remettre les constructions au bailleur du terrain en bon état. La valeur décroît. Ce qu'il faut garder en tête, je pense aussi, c'est qu'à ce moment-là, le prix d'achat, pour quelqu'un qui achèterait 8 ans, 10 ans, 6 ans avant la fin du bail, sera directement corrélé à cette durée. Et dans tous les cas, le capital qui sera mis sur la table sera inférieur au loyer mensuel, à la somme des loyers mensuels jusqu'au terme du bail emphytéotique. Donc ça correspondra à une charge immobilière, mais qui sera inférieure à un loyer. Donc vous pouvez toujours avoir des gens, au terme de cette période, qui seront intéressés pour se loger dans le cadre d'une mutation professionnelle sur 2 ou 3 années, quelque chose comme ça. Ce qu'ils acquitteront, ce sera pas plus qu'un loyer. Donc on est vraiment sur une bascule psychologique, puisque on achète un droit d'usage. C'est un droit réel, donc on peut s'endetter par rapport à cela. Les banques prêteront, on n'est pas sur une situation fondamentalement différente. Il faut juste, mais comme je pense aussi, c'est une question générationnelle, on voit certains types de comportements aujourd'hui où on glisse vers un coût usuel, journalier, annuel, d'usage d'un bien, une voiture, enfin tout un tas de choses qui n'étaient peut-être pas totalement à l'esprit des gens il y a 20 ou 30 ans. Et donc la transition peut aussi se faire pour l'immobilier. Ce que les Anglais connaissent depuis très longtemps à Londres, bien sûr, mais ce qu'on connaît aussi en France sans trop y faire attention, si je vous cite les Hospices civils de Lyon. Les Hospices civils de Lyon sont propriétaires par Beau Emphytéotique tout un tas d'immeubles très très bien placés. Et les ventes se font dans les logements des Hospices civils de Lyon. Et les gens ne se posent pas trop la question de savoir ce qu'ils achètent quand ils l'achètent. Et il n'y a pas de décote sur le prix. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas de décote parce que les Hospices civils de Lyon ont l'habitude de renouveler les baux emphytéotiques. Certes, mais s'ils voulaient ne pas les renouveler, juridiquement, ils pourraient le faire. Donc on est sur une vraie transition et psychologiquement, je pense que l'enjeu est là. Au niveau des modélisations, c'est assez facile de convaincre les gens qu'ils ne seront pas perdants et que la valeur de leurs droits évoluera avec le marché. Au niveau de la mutation, je pense qu'il y a un travail d'accompagnement, mais je pense que les générations futures le feront d'elles-mêmes. Alors, je vais aborder, et ça permettra à Arnaud certainement de réagir par rapport à cela derrière, le sujet du Brillo en location intermédiaire, donc le titre suivant, avec 2 éléments qui sont très importants, qui sont donc, comme disait Raphaël, le fait de pouvoir accéder pour ces opérations à une TVA à taux réduit, et une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pendant 20 ans. Vous verrez que c'est les éléments qui sont un petit peu déterminants dans le calcul du TRI, mais ce sera une mise en place à caler aussi avec les collectivités, en fonction du fait que cet outil fonctionnerait ou pas, pour voir ce qu'il serait possible d'apporter comme élément nouveau pour améliorer la liquidité du produit. On bascule sur une autre démarche. Donc, je passerai sur la slide suivante. Et juste peut-être là, il y a beaucoup de documents. Moi, je vous transmettrai bien volontiers mon support. Il faut juste s'attarder sur une démarche qui là va être différente. Ou comme le disait Raphaël, vous allez avoir un opérateur qui va construire.
pour détenir ou pour revendre. Et donc, le grand 3 de ce document, désormais, traite de la détermination de la valeur du terrain. On est dans une démarche que l'on a modélisée simplement par une recherche de la valeur du terrain par un bilan promoteur, élaboration d'un compte à rebours, où on a plusieurs hypothèses où on détermine des prix de sortie, on rentre des coûts de construction, et sur une certaine enveloppe bâtie, on obtient une valeur de terrain. Et ça, c'est une valeur en capital du terrain, ce qu'on appelle coût de terrain par mètre carré de SDP, autour de 1 400 € par mètre carré. En zone tendue, c'est quand même une valeur basse presque. Et c'est sur cette valeur-là qu'on va chercher à calculer la redevance. Raphaël vous parlait tout à l'heure de la redevance qui vient en contrepartie de l'indisponibilité. Ce qui est le document suivant, qui vient en contrepartie de l'indisponibilité pour le propriétaire du terrain. De ce terrain, il n'en dispose pas, il n'en a pas la jouissance pendant toute la durée du bail. Et donc il perçoit en contrepartie une redevance. C'est un élément, une charge qui rentre dans le compte d'exploitation. Puisque ce qu'on recherche à faire dans les pages suivantes, au niveau du TRI, c'est savoir si ce modèle a un sens économiquement pour un opérateur. On sait que les investisseurs aujourd'hui se désengagent quand même assez sévèrement du logement. Donc si on souhaite les faire revenir vers ce secteur, il faut qu'ils trouvent une rentabilité à leurs opérations qui soit peut-être pas identique à celle qu'on trouve en tertiaire, mais qui soit à minima, dirais-je, raisonnable. Donc on développe petit à petit, et on l'a fait au travers d'un cash flow, une recherche du TRI pour ces opérations. Donc pareil, en reprenant les hypothèses de location. Donc là, je rappelle, on reste sur une situation de détention, hein, on est sur un immeuble de placement. Donc en charge, en produit, vous aurez les flux locatifs, qu'on en a indexé quand même. Dans le document suivant, je vous rappelle qu'on aura donc en charge la redevance. On aura des coûts de gestion et des charges non récupérables. Alors, on a fait une modélisation. J'entendrai toutes les critiques, bien sûr. C'était une recherche de valorisation dans un cadre un petit peu expérimental. Et puis, on peut peut-être passer au tableau de cash flow suivant, là, sur 40 ans, donc une projection qu'on actualise pour la ramener en valeur d'aujourd'hui, mais qui est un compte d'exploitation d'opérations immobilières où on va intégrer aussi, dans le document que vous avez là, vous avez aussi la taxe foncière, puisque à ce jour, on ne peut pas forcément être certain qu'on aura une exonération de taxe foncière. On a aussi le montant de l'investissement en phase initiale. Donc là, je suis pas, enfin, à l'affichage, vous avez que 11 années, mais le calcul est fait sur 40 années de flux. Donc la durée la plus courte presque que l'on a imaginée pour un tel démembrement. Et donc si on regarde le document suivant, donc au niveau de la rentabilité supposée avec utilisation de ce que j'ai appelé des leviers, donc l'exonération de TFPB et la TVA à 10%, cette fameuse redevance qui est basée sur un loyer réglementé, toujours dans le même esprit, avec des cotes de 20% pour l'illustration. On a un TRI qui est très très faible, d'un 54% sur 40 ans sans éléments bonifiants, et qui peut aller jusqu'à 5,25 sur une durée long terme. Donc voilà, après ce seront un petit peu les investisseurs qui pourront nous dire si ce bélo investisseur a leur faveur. Puisque donc, juste pour terminer, on voit qu'on a une courbe qui corrèle le revenu net et l'investissement dans le temps, qui n'est pas forcément désagréable, qui comporte une marche au bout des 20 ans quand on a la fin de l'exonération espérée de la TFPB, mais qui peut quand même avoir un sens sous l'angle strictement économique. J'avais fait le même développé pour des régions, mais je pense que ce n'est pas pertinent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait dans le temps une appropriation de ces outils de la part des investisseurs. Je pense qu'au niveau des personnes physiques, ce sera plus simple pour le BLO acquisition, le BRILO acquisition, pardon. Donc on voit bien qu'on est sur une phase expérimentale, les décrets ne sont pas sortis, les formules de calcul, entre autres celle du calcul du droit réel au tout départ, au tout début de mon intervention, sont écrites dans le projet de décret. Donc on est quand même, on glisse vers une traduction vraiment efficiente de cette réflexion qu'on mène depuis 2 ans. Et donc voilà, évidemment, c'est le marché qui répondra et qui dira si l'outil a une pertinence ou pas.
suis à votre disposition pour des questions, mais peut-être que avec ce dernier traitement donc, chapitre sur le Brilot investisseur, il y a matière pour Arnaud de Vechter de rebondir. Je vais essayer en tous les cas. Bonjour à tous. Je suis moi aussi porteur de slides qu'on peut peut-être mettre en ligne. Je donnerai peut-être l'indication des pages à suivre à mesure du développement de mon propos. On peut commencer peut-être par la page 2 pour que je puisse me présenter rapidement. Pour vous dire que, alors non pas tant sur l'association que j'ai l'honneur de diriger, qui est l'ASPIN, mais davantage en mettant l'accent sur d'abord notre fonction qui est celle de représentation des intérêts professionnels. En mauvais français, on dit lobbying, même si c'est un terme un peu sulfureux encore chez nous, et c'est dommage. Lobbying, donc, des intérêts des gestionnaires de fonds immobiliers régulés de droit français, que sont les sociétés civiles de placement immobilier, SCPI, et les organismes de placement collectif en immobilier, OPCI, qui représentent, bon an, mal an, aujourd'hui, une 60aine de milliards d'euros d'actifs sous gestion. Retenez simplement donc que je suis le représentant aujourd'hui d'une 50aine d'adhérents qui sont des sociétés de gestion, d'asset management immobilier, comme on dit, et qui ont pour vocation à collecter l'épargne des ménages ou à concentrer les investissements des investisseurs institutionnels dans le domaine de l'immobilier, du logement, mais pas seulement. Le logement aujourd'hui, sur l'encours global de notre profession, ne représente pas plus de 10%. Mais ce qui signifie qu'il existe encore une certaine famille, une catégorie d'investisseurs institutionnels, en quelque sorte un peu à mi-chemin entre l'investissement institutionnel et l'épargne des ménages, qui réalisent de l'investissement dans le logement. On l'a beaucoup dit, les investisseurs, en tout cas on va dire non personnes physiques, pour faire simple, se sont largement désengagés de ce secteur pour des raisons liées tant au fameux rendement dont on a parlé, et ce sera aussi l'objet de mon propos. Après ces deux présentations éminemment techniques, je vous propose de nous recentrer sur quelque chose d'un peu moins intellectuel, peut-être un peu plus vulgaire, qui est l'aspect pécuniaire de l'investissement. Donc un sujet en termes de rendement, il faut trouver du rendement pour attirer des investisseurs, j'aurai l'occasion de le redire par la suite. Et puis également, disons-le, on est dans un secteur économique, ou plutôt un secteur qui pourrait n'être qu'économique, et qui est en fait éminemment politique dans notre pays depuis la libération, je pense. Par conséquent, on vit dans un contexte, un environnement qui s'explique par des raisons historiques, et aujourd'hui on a une crise consubstantielle pratiquement dans notre pays, crise du logement consubstantielle dans notre pays, qu'on essaye de régler petit à petit, quand bien même les résultats ne sont pas évidemment à la hauteur des enjeux, pour le moment en tous les cas. Et donc, disons-le de manière un peu directe, il faut avoir le cœur bien accroché quand on est un investisseur en logement pour avoir envie d'abord d'y rester et à terme peut-être d'y investir davantage. C'est un problème évident, mais il est toujours bon de le rappeler. Donc parmi mes adhérents, comme je vous le disais tout à l'heure, des grands acteurs de la gestion d'actifs pour compte de tiers, des sociétés foncières qui nous ont... On peut passer au slide 3 avec une présentation des logos, des sociétés indépendantes également, des foncières qui nous ont rejoints, et puis de plus en plus de nouveaux acteurs, pas forcément des grands poids lourds capitalistiques, mais qui ont, pour certains en tous les cas, un certain tropisme vers le logement. Alors, sur le slide 4, je peux vous parler du passé, de ce qui a existé jusqu'à présent, à travers un tableau que j'ai constitué ou reconstitué depuis... on va dire, sur les 12 premières années du nouveau millénaire, de 2000 à 2012, sachant que 2013-2014 ont été des années peu favorables, on peut le dire comme ça, et disons-le clairement, le dispositif du flow n'a pas fonctionné à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Quand bien même, pour le Pinel, on espère en tous les cas, on aurait une relance. Donc, quelle est la contribution des fonds immobiliers qui ont fonctionné jusqu'à présent en contribution au financement de la construction résidentielle neuve? Ce sont les SCPI, et ce sont les SCPI qui se sont inscrites dans les dispositifs d'incitation fiscale, puisqu'en France, pour attirer des investisseurs, on ne sait pas faire autrement qu'avoir une carotte fiscale. C'est ainsi.
Et on aura l'occasion là aussi d'en dire un mot par la suite. Donc vous avez en 12 ans 3 à 4, on va dire, dispositifs fiscaux successifs, du Besson au Cellier. Alors j'ai indiqué des chiffres dont j'espère qu'ils sont véritables, avérés. Il y a des spécialistes de la promotion dans la salle, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai repris les chiffres de la FPI qui communique en milliers de logements. C'est ce que vous avez sur la deuxième ligne. J'ai repris en quelque sorte également l'investissement des SCPI dites résidentielles. Nous communiquons en euros, donc j'ai fait une règle de 3 à peu près bien choisie en estimant un coût unitaire d'acquisition d'un logement par la SCPI de 175 000 euros en 2000 à 225 000 euros en 2012. J'espère là aussi ne pas trop me tromper, mais notez, et c'est la troisième ligne, que d'un point de vue quantitatif, la contribution des SCPI est très mesurée. On a un record historique à 5,60, à peu près 5% en 2010, qui est une année qui avait remarquablement fonctionné sous l'empire du Cellier, première année. Donc c'est très peu. Et c'est très peu, ça s'explique peut-être par deux raisons essentielles. D'abord, que le fait que des gens comme moi font mal leur travail, puisque nous ne sommes pas encore parvenus à démontrer toutes les qualités intrinsèques des SCPI pour investir notamment dans le logement. J'y reviendrai au slide suivant. Et puis aussi, je crois, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a chez nos compatriotes un tropisme fort vers l'immobilier. Quand je dis vers l'immobilier, c'est vers la pierre physique. Et par conséquent, on n'a pas encore dans l'esprit, le cerveau de nos concitoyens, qui sont aussi des contribuables et potentiellement des investisseurs, l'idée qu'on peut faire du logement à travers du papier. Non pas en devenant propriétaire des murs avec tous les ennuis que ça représente, mais en investissant dans les parts d'une entreprise, d'une société, laquelle investit pour le compte de tiers. Alors, si je rougis un peu devant vous sur le bilan quantitatif des SCPI, en tout cas en matière d'investissement dans le logement, en tout cas au plan qualitatif, cette fois-ci, là c'est le slide numéro 5, là je retrouve des couleurs plus sympathiques en tous les cas, et je peux vous exposer en quelques mots les avantages de la formule de ce qu'on appelle l'épargne intermédiaire, c'est-à-dire non pas en direct dans la pierre, mais à travers des fonds d'investissement, dont j'aurai l'occasion de décrire à travers ce slide, pour vous dire donc que notre bilan qualitatif, en revanche, en tout cas j'essaye de le vendre ainsi, il est très bon. Essentiellement parce qu'au fond se crée, quand on investit dans une SCPI, notamment dans le logement, une relation de long terme entre l'épargnant et le fonds dans lequel il investit. Et si vous me permettez, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses par rapport à la situation ordinaire de l'investisseur qui va se retrouver en face d'un commercialisateur qui a un besoin, une envie économique facilement compréhensible de vendre dans les meilleures conditions à un acheteur, lequel est souvent guidé, enfin, ça arrive de temps en temps, par également un avantage qui n'est plutôt une analyse qui n'est pas simplement patrimoniale, financière, mais également avec un avantage fiscal à la clé. Alors, dans la plupart des cas, ça marche de manière correcte, mais c'est vrai qu'on a des circonstances où le système dérape. On l'a vu, quantitativement c'est minoritaire, je m'empresse de le préciser, mais en général ça fait du bruit, on en parle à la télé, et ça remonte jusqu'aux oreilles des parlementaires qui y trouvent matière à se plaindre. Ce n'est pas le cas donc avec les SCPI, tout simplement parce que dans tout le bilan économique de l'opération d'investissement, la SCPI qui est celle qui investit pour le compte d'un tiers est tenue de le faire dans de bonnes conditions. Elle est tenue d'acheter au meilleur prix et de revendre, pourquoi pas au meilleur prix à terme, y compris parce qu'elle est intéressée au plan financier par la réussite de cet investissement. Et donc on a un renversement de l'équilibre des forces. On a non plus un professionnel face à un particulier qui investit, on a un professionnel face à un professionnel de l'investissement immobilier, c'est du B2B, pour le compte d'un consommateur, d'un épargnant, qui, me semble-t-il, de ce fait, optimise sa démarche d'investisseur. Alors, quels sont les avantages de l'intermédiation pour les épargnants? Ils sont de plusieurs ordres. D'abord, on l'a dit, c'est la délégation de la gestion à une équipe professionnelle. Ça veut dire que le travail d'investissement, le travail de gestion locative est complètement délégué
à une équipe de gestion dont c'est le métier. Et tous ceux qui se sont pris les inconvénients de la gestion immobilière en direct savent de quoi je parle à cet instant. Et c'est également donc la délégation de gestion. Un investisseur en SCPI doit surveiller, il doit surveiller le déroulement au long cours de son investissement, mais une fois qu'il est investisseur, il n'a plus à se préoccuper de la gestion immobilière en tant que telle. Il touche un dividende chaque trimestre et reçoit de l'information à la même fréquence sur le développement de son investissement. Deuxième avantage, c'est également la mutualisation des risques. Là aussi, c'est une situation intéressante par rapport à la démarche d'un investisseur agissant isolément. Quand on est investisseur, en général, on met 100, 120 000, 150 000 euros sur la table et on a en face un seul bien locatif avec un seul locataire, quand ça se passe bien, à l'intérieur. Et par conséquent, dès lors qu'il y a une difficulté sur le bien, dès lors qu'il y a de la vacance locative, on est exposé à 100%. Ce n'est pas le cas avec la SCPI, puisque pour le même montant d'investissement de 100, 120 000 ou 150 000 euros, sachant qu'on peut commencer à un niveau moindre, c'est le point qui vient juste après, eh bien, on a en face, en contrepartie, en représentation, plusieurs actifs, plusieurs dizaines ou centaines de lignes d'actifs, avec au moins autant de locataires. Et par conséquent, on mutualise, on dilue le risque lié à l'investissement et à la gestion locative. Enfin, troisième point, c'est également le calibrage de l'investissement en fonction des possibilités de l'investisseur. Souvent, on se retrouve dans l'investissement en direct sur cette difficulté que, au fond, le promoteur, en tout cas le commercialisateur, vous dit ce bien c'est 100 ou c'est 120. Et on peut se retrouver avec un investisseur qui en face aurait que 60, 80 ou 90 à placer. Et deux solutions, soit il renonce à son investissement, ou bien il va compléter cet investissement pour aboutir au prix d'acquisition. Et là, on se retrouve avec un investissement peut-être un peu surdimensionné par rapport aux capacités ou à ce qui est souhaitable pour l'investisseur. On n'a pas cette difficulté avec la SCPI. Si j'ai envie de mettre 80, je mets 80 et en face, j'ai un investissement immobilier avec les avantages dont je parlais juste avant. Et troisième point qui est intéressant aussi, c'est qu'on a remarqué qu'avec l'argent collecté auprès du public, les SCPI ne se posent plus de questions, n'ont plus cette difficulté en quelque sorte de faire matcher, comme on dit en bon français d'aujourd'hui, de faire matcher, de faire correspondre plutôt le montant de l'investissement avec la valeur unitaire de l'investissement. Avec 100 millions d'euros ou 50 millions d'euros collectés sur le marché, les SCPI, si toutefois c'est bon également pour ces porteurs, peuvent acheter des petites unités, des studios, les fameux studios qui sont souvent le fruit de la production et de la collecte de ces dispositifs d'incitation fiscale. Avec la SCPI, on peut aller jusqu'à l'appartement familial, là aussi en contrepartie des 80 ou des 100 placés par l'investisseur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est bon, me semble-t-il, pour l'épargnant. Moi aussi, bien entendu, je suis disposé à répondre à vos questions, peut-être pour préciser davantage mon propos, si vous le jugez utile. Tout ça, c'est bon pour l'épargnant, mais quand je dis que c'est bon pour l'épargnant, c'est aussi bon, je suis un peu grandiloquent quand je dis ça, mais je crois vraiment que c'est le cas, c'est bon pour l'intérêt général, parce que n'oublions pas que, jusqu'à présent, les SCPI qui ont investi dans le logement, je vous le disais tout à l'heure, ont fonctionné avec un système d'incitation fiscale, avec une réduction d'impôt ou bien une réduction d'impôt ou une déduction sur le montant des revenus. Par conséquent, elles ont fonctionné avec l'argent public. Quand on fonctionne avec un avantage fiscal, on doit un jour des comptes à la nation, en tout cas me semble-t-il. Et on doit un bilan le meilleur possible, là aussi dans l'intérêt général, en contrepartie de l'avantage fiscal qui a été concédé. Et, me semble-t-il, cette slide répond à ces questions et démontre encore une fois tout l'aspect qualitatif de l'intervention des SCPI au nom et pour le compte de leurs associés. Alors, pour la slide suivante, moi je serai plus rapide, plus direct, moins technicien que mes deux voisins qui m'ont précédé à la tribune. J'essaye de répondre à une des questions posées au cours de ces rencontres sur le logement intermédiaire,
Comment donc financer davantage de logements intermédiaires par le biais de l'épargne des ménages? Puisque vous l'avez compris, c'est le secteur sur lequel j'ai un petit peu de compétences aujourd'hui. Je vais commencer par un truisme, mais j'essaye comment dirais-je, dérouler la mécanique, la logique implacable qui doit être celle d'un épargnant. Eh bien, il faut convaincre les investisseurs des fonds d'investissement immobilier. Pas seulement des fonds d'investissement immobilier, je parle également des personnes qui souhaiteraient continuer à investir en direct, mais il faut être convaincant. J'ai entendu le terme de sexy ce matin, il faut être sexy devant un investisseur qui s'interrogerait sur l'opportunité d'investir dans le logement neuf. Il est donc nécessaire, en premier lieu, d'assurer l'attractivité financière du fonds d'investissement immobilier, de manière à attirer une clientèle à la hauteur des enjeux. On a beaucoup parlé ce matin d'une opposition, si toutefois elle existe, entre les opérateurs de l'État à travers le fonds Argos et ceux qui ne le sont pas, pour parler simplement. Je pense, alors je suis peut-être un peu consensuel parce que c'est la fin de la semaine, ça le mérite, je pense qu'il faut des efforts partagés, des efforts cumulés entre les sphères publiques et les sphères privées pour aboutir sans doute au niveau de construction, en logement social, mais aussi en logement intermédiaire dont on parle aujourd'hui, aux besoins de construction que le pays connaît aujourd'hui. Et pour assurer donc cette collecte d'épargne à la hauteur des enjeux, en tout cas pour l'épargne des ménages dont encore une fois je vous parle aujourd'hui, il faut être attractif pour une raison assez simple, c'est que n'oublions pas que l'investissement dans le résidentiel, quand bien même c'est le métier d'un certain nombre d'entre vous, comporte des inconvénients. Là aussi, quand on épouse le point de vue d'un épargnant, un épargnant qui a le choix entre l'immobilier ou autre chose, entre des produits financiers, des produits actions, obligataires, des OPCVM, de l'épargne salariale, capital risque, etc., etc. S'il veut faire de l'immobilier, il a le choix entre de l'immobilier non résidentiel, chez nous on appelle ça du tertiaire, immobilier d'entreprise, ou de l'immobilier d'habitation. Et par conséquent, si on veut le convaincre, il faut contourner les difficultés, enfin les caractéristiques intrinsèques que comporte l'investissement résidentiel. Alors j'ai cité une liste, peut-être pas forcément exhaustive, d'ailleurs je suis prêt à en discuter avec vous, le fait que la durée est longue. Quand on investit en SCPI résidentiel, avec la durée minimale de détention fixée par la loi à 9 ans, la période de montée en charge du fonds, puis de liquidation in fine, on est sur des périodes qui s'échelonnent entre 13 et 15 ans. À l'échelle d'un épargnant, c'est très long. Et il faut, comment dirais-je, offrir quelque chose pour accompagner l'effort de longue haleine, de longue durée que représente l'investissement résidentiel. On sait que la liquidité est non optimale, ça c'est ce qu'on nous dit toujours pour l'immobilier. De mon point de vue, c'est un peu moins vrai dans le cas des fonds immobiliers, mais ça existe par rapport, là aussi, ayant une vision un peu relative, par rapport à des fonds actions qui sont davantage liquides. Et puis il existe un risque locatif, un risque de valorisation dont ont parlé mes voisins. Il faut le prendre en compte. Et si on veut attirer, encore une fois, l'épargne, fléchir en quelque sorte l'épargne des ménages vers l'immobilier résidentiel, il faut avoir cela à l'esprit et être disposé à répondre aux objections de l'investisseur. Et en quelque sorte, donc, en termes financiers, en termes d'épargne, on dit qu'il faut permettre à l'investisseur, dans un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans le résidentiel, de bénéficier de ce qu'on appelle une prime de risque. Un petit plus dans la rémunération qui donne envie à l'épargnant d'oublier les inconvénients et de se lancer dans ce type d'investissement. Alors, une fois qu'on a dit qu'il faut une prime de risque, il y a deux façons d'y arriver. Soit vous travaillez, puisque un rendement, bêtement, c'est un flux sur une valeur en stock, dénominateur, soit vous travaillez sur le numérateur, soit sur le dénominateur, les deux dans le meilleur des cas. Sur le numérateur, ça c'est assez simple de vous en parler parce que c'est ce qui existe depuis longtemps. On appelle ça un avantage fiscal à l'entrée. Ça existe encore aujourd'hui avec les nouvelles SCPI Pinel qui sont en train de se lancer. Et autant mes adhérents étaient plutôt réservés, j'utilise un euphémisme, sur la SCPI Pinel, sur la SCPI Duflot, excusez-moi, autant sur son successeur, qui porte le nom de la ministre actuelle,
sont un peu plus allants, ils ont un peu plus envie d'y aller, quand bien même, reconnaissons-le, et ça c'est un point intéressant, les dispositions techniques entre les deux ne sont pas très différentes, mais le psychologique, dans l'envie de faire, a beaucoup d'importance. Et tout ce qu'on a lu dans la presse, à tort ou à raison, mais on l'a lu dans la presse, ou auprès des observateurs, des promoteurs également, disons-le, n'a pas forcément donné envie aux investisseurs de se lancer dans le Duflot. N'oublions pas l'aspect psychologique, il est absolument déterminant. Donc, soit on travaille au numérateur, avec un avantage fiscal à l'entrée, tout simplement parce que le rendement courant intrinsèque d'un placement dans le résidentiel est faible, d'autant plus que dans le logement intermédiaire, par définition, les loyers sont plafonnés. On n'est pas dans le secteur libre et par conséquent, on a encore un petit peu mordu sur la performance liée au rendement courant. Ou alors, deuxième possibilité, on travaille au dénominateur de manière à maîtriser, j'utilise le terme entre guillemets, maîtriser la charge d'acquisition du foncier, dont on sait qu'aujourd'hui en France c'est un problème absolument déterminant. Là aussi, Raphaël vous en a parlé abondamment tout à l'heure. Et travailler au dénominateur, tout simplement parce que la marge de manœuvre sur les autres postes constitutifs du coût d'acquisition est réduite. Le coût du foncier, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, n'oublions pas on dénonce souvent la spéculation foncière. N'oublions pas souvent que, j'ai peut-être pas les chiffres, mais on imagine très bien que majoritairement, à mon avis, parmi les cédants de foncier aujourd'hui en France, on retrouve bien souvent l'État et les collectivités locales, qui sont dans l'état budgétaire que vous savez, et qui par conséquent n'ont pas de cadeau à faire sur le marché pour vendre leur terrain. Donc on retrouve ici un des éléments qui explique la cherté d'acquisition du foncier en France. Je passe rapidement sur la marge du promoteur. Je pense que je n'ai pas tellement envie de dire ici qu'il faudrait que les promoteurs fassent des efforts sur leur marge. C'est absolument pas mon propos, vous l'aurez compris. Et sur les frais financiers, là non plus, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à réaliser. Donc, contre cette absence de pétrole arithmétique, si j'ose dire, il faut avoir des idées. Et on en a parlé aujourd'hui, on en a parlé ce matin avec l'usufruit locatif intermédiaire, qui est une formule de démembrement de la propriété immobilière à titre temporaire, bien entendu. On l'a inauguré récemment à travers l'ULS et je salue le lancement récent d'un partenariat entre un de mes adhérents et la société père pour lancer la première SCPI d'usufruit locatif social qui, à mon avis, va tout à fait dans le bon sens, correspond aux besoins d'une partie des épargnants. Et puis, en matière si on regarde la situation des preneurs, pour le logement social, bien entendu, les besoins sont absolument considérables en France, on le sait bien. Et j'espère, je forme le vœu avec vous, et je ne suis pas tout seul évidemment, à ce que à l'ULS soit associé l'ULI, usufruit locatif en logement intermédiaire, qui sera là aussi une source de financement complémentaire. Et je ne reviens pas sur le Brilot qui a été précisément, et avec moult détails, développé par mes voisins aujourd'hui à la tribune. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement sur la situation des épargnants. C'est le message qu'on a devant les pouvoirs publics et devant tous ceux qui veulent bien nous écouter. Il faut faire confiance aux fonds immobiliers pour collecter, flécher, diriger correctement et de manière durable. Ce terme a aussi du sens en matière de finances et d'épargne vers les besoins précis de la population en logement intermédiaire, dans les zones tendues, évidemment, et dans les conditions de loyer maîtrisés au bénéfice et des locataires et aussi des investisseurs. Merci pour nos trois orateurs. Maintenant, je vais passer parmi vous. J'imagine qu'il y a quelques questions sur ces trois interventions techniques, mais extrêmement riches. Stéphane Carini, vice-consultant société de conseil. Je rejoins bien évidemment ce qui vient d'être dit et je tiens à féliciter les trois personnes à la tribune pour les développements qui ont été donnés, tant sur le Brilot que sur l'activité de la SPIM, à la fois au niveau politique, au bon sens du terme, et au niveau technique.
Je souhaiterais revenir particulièrement sur le Brilot, qui est un outil dont on attendait que sa vocation soit effectivement précisée, ainsi que son régime juridique. Ça fait donc toute l'utilité de ces premières rencontres du logement intermédiaire. N'y voyez pas malice. Je trouve assez cocasse, vous nous l'avez indiqué, c'est Jean-Yves Manot qui est à l'origine des réflexions qui ont conduit au Brilot. Je trouve que c'est assez cocasse compte tenu du fait que la ville de Paris a depuis plusieurs années maintenant abandonné tout soutien à une politique dynamique du logement intermédiaire et de l'accession sociale à la propriété qui existait antérieurement et qui était le fait d'organismes placés sous le contrôle de la collectivité. J'ai bien écouté ce qui a été indiqué sur la nécessité de développer un nouvel outil. Il est toujours bon d'avoir une palette juridique aussi large que possible. J'avoue que je ne suis pas convaincu, au niveau juridique comme au niveau financier, par l'intérêt d'avoir créé un nouvel outil. Je me demande encore, mais je lance là le débat, je me demande encore si on n'aurait pas pu tout simplement étendre le BEA, étant entendu que la ville de Paris, pour ce qui la concerne, a lancé des opérations très complexes, logement intermédiaire ou pas, dans le cadre de BEA ou même de baux amphithéotiques, code rural, pour des transferts massifs de patrimoine. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement, comme c'est en train de se faire, me semble-t-il, dans le cadre des cessions de foncier public, parvenir au même résultat en décotant le prix du foncier? Donc, si vous voulez, d'abord, je vous félicite pour être parvenu à aller jusqu'au bout et à créer ce nouvel outil. Mais encore une fois, sa portée, sauf peut-être pour l'accession, mais les opérations d'accession en démembrement de propriété, c'est pas vraiment la tradition française. Et ça posera peut-être un problème psychologique aux premiers accédants qui se lanceront dans la démarche. Véritablement, la vocation de l'outil me paraît encore marginale, mais je me trompe peut-être. Non, mais je pense que vos réactions sont tout à fait naturelles. Merci pour cette question qui va nous permettre peut-être de préciser davantage les choses. Je ne répondrai pas, bien entendu, sur l'aspect de la politique publique de la ville de Paris, M. Manot n'étant pas là et son successeur non plus, même si je sais que la ville pratique quand même du soutien au logement intermédiaire en pratiquant des cessions de charges foncières avec des clauses de prix maîtrisées dans toutes ces opérations. Sur le Brilot en tant que tel, pourquoi ne pas avoir étendu le BEA? C'est une question tout à fait légitime, puisque le premier temps de notre réflexion a spécifiquement porté sur le BEA, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, le bail amphithéotique administratif, qui reprend les grands principes du bail amphithéotique du Code rural et de la pêche maritime, mais en les adaptant à des projets publics et spécifiquement à des projets pour des équipements publics. Le BEA est utilisé par la ville de Paris. Oui, le logement, j'y viendrai, mais vous verrez que c'est tout à fait différent. Le BEA est très utilisé par la ville de Paris, notamment pour, récemment, la réhabilitation du parc des expositions Porte de Versailles, pour la réhabilitation de la piscine Molitor, du théâtre Marigny, voilà, j'en passe, et qui sont des opérations montées avec des sociétés de projet qui ont des financements autres qu'un financement hypothécaire et qui peuvent tout à fait exploiter avec un rendement tout à fait intéressant sur la période du BEA et satisfaire l'intérêt général en réhabilitant ou construisant des équipements publics. Pour ce type d'opération, il n'y a pas de problème. En revanche, une opération de logement qui n'est pas une opération portée par un bailleur social, comme ça peut être le cas du BEA logement social spécifique à l'État. Une opération de logement en accession à la propriété ne peut pas être compatible avec un BEA, pour la simple raison que, comme je vous le disais tout à l'heure, qui achèterait un logement dans le cadre d'un contrat
qui permet à la personne publique de faire une résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, soumise au contrôle du juge administratif et avec l'impossibilité d'hypothéquer, puisque l'hypothèque dans un BEA est limitée aux garanties des emprunts liés à la construction et non pas à l'acquisition du logement. Sans ajouter en plus de ça que l'hypothèque doit être agréée par la personne publique, et donc vous imaginez que en termes de transmission des obligations, c'est une vraie problématique pour les acquéreurs successifs et la transmission des hypothèques. Donc c'est simplement sur cette base-là qu'on s'est rendu compte que le BEA ne pouvait pas fonctionner. Quant au bail amphithéotique ou au bail à construction, ce sont des outils qui, certes, sont utilisés dans certaines opérations de logement où il n'y a pas d'objectif de maîtrise des prix sur le long terme, mais dès que vous avez un objectif de maîtrise des prix, de maîtrise de l'affectation, vous devez stipuler des clauses en ce sens, et ces clauses sont aujourd'hui très fermement disqualifiées par la Cour de cassation qui considère qu'elles sont nulles et non avenues, et en plus de considérer qu'elles sont nulles, elle ne dit pas qu'elles sont non écrites, elle requalifie le bail en bail civil, ce qui est quand même complètement différent qu'un bail amphithéotique. Le bail amphithéotique est requalifié en bail civil, donc sans droit réel. Oui, ou le bail à construction. De la même manière, un bail à construction dans lequel vous avez n'importe quel type de limitation à la possibilité de céder son droit par le preneur est requalifié en bail civil. C'est une jurisprudence ferme de la Cour de cassation. De toute façon, nous avons étudié ces questions-là d'un point de vue juridique avec les plus grands spécialistes du bail à construction, puisque c'était aussi la commande, et M. Manot avait consulté Jean-Luc Tixier, que vous connaissez certainement tous, qui est le pape du bail à construction et qui avait apporté toutes ces réponses. Voilà, donc sur l'outil, la légitimité de l'outil par rapport aux outils existants, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ensuite, et c'est votre troisième question, et elle est tout aussi naturelle, est-ce que cet outil va fonctionner? Est-ce que le marché va accepter cette notion que rappelait François de valeur d'usage plutôt qu'une valeur de la pierre? J'achète en fait un droit d'usage et non pas un vrai droit de propriété tel qu'on l'entendait jusqu'aujourd'hui. Je pense que tout dépendra de la méthode de calcul, du prix et du montant du loyer plafonné. Parce que pour résumer en termes un peu moins d'économiste, parce que je suis juriste, ce que disait François, la formule de calcul, ce taux de capitalisation sur une durée limitée, et cette capitalisation des loyers, prend comme base le loyer plafonné du logement intermédiaire, qui va être grosso modo à 20% décoté par rapport au loyer de marché. Ce loyer, on va lui appliquer un taux de capitalisation qui, lui, va prendre comme donnée